Sommes de retour sur ce plateau, Patrice Akeye, vous le savez, quand il est 7h au Cameroun, 7h partout, c'est l'instant réservé à la lecture des Une des journaux parus dans nos pays. Exact, sur l'étendue du territoire national, ce qui se passe à Yaoundé, à Douala, mais surtout tout ce dont parle la presse ce matin. C'est tout de suite, et bien sûr on va commencer à Yaoundé. Yaoundé, bien entendu. À Yaoundé. Bonjour Patrice Akeye, bonjour également à vous Thierry Carole. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin sur Canal Matin. Je vous accueille le cœur enflammé de joie, mais également les millions de téléspectateurs de Canal 2 International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés fort d'informations, j'aime à le dire. Eh bien, ils sont les bienvenus à la revue de presse sur Canal Matin, donc sur Canal 2 International. On commence par un sujet à caractère diplomatique parce qu'elle est précisément arrivée en fin de séjour au Cameroun, la terre de nos aïeux, le berceau de nos ancêtres. Elle, c'est Sarak, ambassadeur de Turquie au Cameroun jusque-là. Elle est donc allée au Palais de l'Unité, on s'en souvient, avec Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitule publicitaire vendredi dernier. Elle est donc allée au Palais de l'Unité pour un au revoir au président de la République, Paul Biya. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'audience à lui accordée par celui-ci, accordée donc à cette diplomate turque. L'occasion a été saisie par les deux personnalités. Rappelle encore Cameroun Tribune ce matin pour reparcourir la coopération, mais coopération bilatérale entre le Cameroun et la Turquie, entre Ankara et Yaoundé. En tout cas, c'est un sujet de grande portée, d'autant plus que la coopération entre les deux pays s'intensifie chaque jour un peu plus. On signale notamment l'aspect économique, mais également l'aspect en termes de coopération industrielle et avec les produits turcs qui arrivent sur le sol camerounais, on va dire en échange avec ceux qui partent du sol camerounais à destination de la Turquie. Attention, danger cependant, cela s'éclame depuis pratiquement 2 mois maintenant au Cameroun. La courbe du coronavirus au Cameroun a repris du poids de la bête. En tout cas, Cameroun Tribune signale un certain nombre de chiffres ce matin qui font craindre et qui donnent froid au dos. La maladie se porte de nouveau bien avec ces quelques 8000, je dis bien 8000 nouveaux cas d'infection que signale ainsi Cameroun Tribune dans sa livraison de ce lundi avec 100 nouveaux décès encore enregistrés par le Cameroun et 200 personnes qui sont d'ailleurs actuellement hospitalisées dans les centres spécialisés du Cameroun en matière de riposte contre le coronavirus. Cameroun Tribune signale donc ces chiffres-là pour dire à chacun et à tous que la maladie est de retour. Il faut faire quelque chose pour que la seconde vague ne fasse pas plus de vagues que par le passé. En tout cas, la maladie est de retour. Il faut revenir à l'observance et à l'observation des mesures barrières édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé d'une part et d'autre part, le gouvernement de la République qui ne cesse de marteler l'observation et l'observance de ces mesures barrières en termes de distanciation sociale, en termes également du port du masque, notamment dans les lieux publics. En tout cas, il faut observer rigoureusement ces mesures-là. La maladie a déjà fait 100 morts depuis quelques 2 mois maintenant et on parlait donc de 8000 nouveaux cas d'infection sur le sol camerounais. Jeunesse Actu également en kiosque ce matin parle de résurgence de la Covid-19 au Cameroun. La résurgence sur la base des chiffres précédemment indiqués. Tout se passe comme si personne n'a pris conscience de ce retour en force de la coronavirus, de la Covid-19 au Cameroun. Et bien, comme si cela n'a pas eu un impact sur la conscience collective par le passé, aucune modification de comportement de la part des Camerounais, et bien, les lieux à forte fréquentation n'intègrent toujours pas le retour en force de la pandémie sur le sol camerounais. Eco-Santé se préoccupe du reste de ce qu'il est convenu d'appeler l'état d'avancement du grand projet de la couverture santé universelle au Cameroun. Les lignes bougent et elles bougent passionnément, semble donc se féliciter. Eco-Santé, édition de ce lundi. C'était le cas de cette rencontre récemment encore entre le ministre Manaouda Malachi de la santé publique et les patrons, le patronat en général, pour en apprécier les conséquences, notamment au plan financier, notamment pour ce qui est du difficile paiement justement direct des soins de santé par les malades, notamment dans les centres hospitaliers du Cameroun. Quoi qu'il en soit, le financier d'Afrique, vous le voyez à une principale, eh bien, estime que le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, s'est montré dubitatif à l'occasion de cette concertation avec le ministre Manaouda Malachi de la santé publique, avec le gouvernement de la République. Dubitatif car à terme, il faudra débourser 1300 milliards de francs CFA au titre justement du lancement de cette opération. J'ai nommé l'opération qui vise justement à donner et faire accéder tous les Camerounais à la couverture santé sur l'ensemble du territoire. Ce qui n'est pas du goût d'ailleurs des opérateurs économiques qui sont ainsi appelés
appelés eux aussi à contribuer. Ils restent préoccupés, eux, par les effets néfastes qui se sont abattus sur leurs affaires avec l'avènement donc de la Covid-19. En tout cas, il y a ces revendications qui restent au travers de la gorge des opérateurs économiques camerounais et une voix qui est donc portée par la voix la plus autorisée, le groupement interpatronal du Cameroun. Entrepreneur est en kiosque, le journal est enclin lui aussi dans la vie sociale. Cette fois, c'est l'une des deux langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français, faut-il le rappeler. Eh bien, c'est la langue officielle, l'autre langue officielle, l'anglais, qui cherche ainsi promoteur et même promotrice. Le journal a l'impression que la commission de promotion du bilinguisme, du bilinguisme et du multiculturalisme qui a été mise sur pied, voici pratiquement 3 ans maintenant par le président de la République et qui est présidé par Peter Mafani Moussongo, du nom de l'ancien chef du gouvernement, eh bien que celle-ci ne fait pas manifestement son travail. Il cherche à savoir quels sont les résultats engrangés et collectés jusqu'ici pour ce qui est du pan de la promotion de l'anglais. Eh bien, le journal n'y trouve pas grand-chose en termes de ce qu'il faut se mettre sous la dent et que la préoccupation de cette commission est ailleurs, loin de la promotion de cet héritage du bilinguisme camerounais. Mais Youmé Salah Hebdo est en kiosque. Le journal considère cela comme étant un symbole, un grand symbole parmi les éléments de langage dont chacun doit s'approprier pour parler de Camerounais, pour vendre et promouvoir le Made in Cameroun. À l'observation, il y a quelque chose à faire pour ce qui est des vins spiritueux et même liqueurs camerounais. Tout semble venir de là-bas, alors qu'ici, il y a du bon, du meilleur pour escompter cette émergence que le Cameroun a fixée au cap de 2035. Le quotidien émergence justement en kiosque ce jour, c'est pouvoir dire combien la terre sera déterminante dans les politiques publiques camerounaises d'ici à l'année 2035. En l'état actuel des choses, le membre du gouvernement en charge de cette question pour parler du ministre Henri Eyebe Aïssi des domaines, cadastre et affaires foncières, eh bien, il ne semble pas faire l'unanimité au point où le journal lui montre simplement une voie de sortie du gouvernement de la République. Ce n'est pas l'avis du journal Humanité qui traite aussi du cas Henri Eyebe Aïssi, puisqu'à date, dit-il, une série de mesures ont été prises, question d'améliorer le service public du foncier et du domanial, la moindre n'étant pas la digitalisation de la gouvernance foncière qui a été décidé par le ministre Henri Eyebe Aïssi. Libération Plus, c'est le journal d'Amadou Tidjani. Lui aussi, il est en kiosque ce lundi et relève cependant que les fautes de gestion du ministre Henri Eyebe Aïssi des domaines cadastre et affaires foncières, et bien que parmi celles-ci, l'une qui s'avère grave, elle semble donc la gestion faite du patrimoine foncier de l'État du Cameroun, un patrimoine un peu trop cédé à des personnes privées, à des personnalités privées par le ministre Henri Eyebe Aïssi. Je l'ai donc indiqué, ministre des domaines, cadastre et affaires foncières. La réalité du côté de Ntonga, pour parler ainsi de cette descente de l'ambassadeur de France au Cameroun dans les chefferies notamment de l'ouest du Cameroun, arrêt sur Ntonga dans la région de l'ouest du Cameroun. C'est ce qu'indique d'ailleurs le journal de Pongouaré qui dit une fois encore ce matin, revenant donc sur le tour des découvertes des chefferies traditionnelles que vient d'effectuer l'ambassadeur Christophe Guilou, ambassadeur donc de France au Cameroun. C'est une façon pour le journal Réalité d'insister sur l'escale de Ntonga avec les investissements qui ont donc été consentis et qui ont été présentés aux diplomates français par le Claude Feteux, le député donc de cette circonscription électorale. C'est bien entendu un certain nombre d'investissements en faveur des populations. Zoom ce matin sur celle-ci, zoom également sur un certain nombre de faits qui ont été relevés cette fois-là par le soir ce matin. C'est à propos justement de l'école militaire interarmée. Eh bien, au commencement, maintenant et même après, il y aura toujours l'EMIA, l'école militaire interarmée du Cameroun, laquelle vient d'ailleurs de livrer, rappelle le journal, sa 38e promotion. C'est elle qui a reçu les épaulettes vendredi dernier au cours d'une cérémonie qui a été présidée au nom du président de la République, mais également au nom du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Eh bien, elle a donc été présidée par René-Claude Meka, général de corps d'armée, chef d'état-major des armées camerounaises. Cette info est également en kiosque. Le journal ouvre également une grande fenêtre sur ce rituel. Un rituel certes, mais moment toujours chargé de solennité et même de souveraineté. Quant au journal Essingan, lui aussi en kiosque ce lundi, il est question de redouter une grande du côté de Nati
Nachtigal. La faute justement au constructeur de ce barrage-là qui distrait ses employés, selon s'en tient aux écrits du journal Singan, édition de ce jour. Eh bien, et c'est ce constructeur-là qui ne tient pas du tout compte d'un certain nombre des aspirations de ses employés. Cela en bafouant parfois, sinon toujours, des résolutions qui ont été prises au terme des concertations régulièrement tenues avec les employés. L'anecdote, ce n'est pas cela, mais la cruciale question que soulève précisément le journal L'Anecdote ce matin, c'est à propos des parlementaires camerounais qui montent eux aussi sur le toit. Question de crier quelles sont les désolations des populations camerounaises. Les députés camerounais qui demandent aux pays amis, notamment du côté de l'Europe, de pousser les détonateurs des actes criminels dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, de les mettre ainsi à la disposition de la justice camerounaise, qui est d'ailleurs compétente pour tout ou partie des infractions commises sur le sol camerounais, sur la terre des ancêtres de Paul Biya ou encore de Roger Mila. Première heure, quant à lui, évoque la succession à la tête de l'État du Cameroun. C'est un sujet qui fait les choux gras dans la presse et même dans les chaumières depuis pratiquement 6 mois maintenant. Allusion faite à ce qui circule, à savoir l'alimentation du débat sur l'éventuelle arrivée de Franck Biya à la tête de l'État, succédant ainsi éventuellement à son père. Eh bien, c'est des deux choses l'une, rappelle encore le journal ce matin, soit il s'agit d'un ballon d'essai véritable, soit alors les réseaux se sont convaincus que cela pourrait être le cas et donc c'est le moment de le broyer. Broyer donc Franck Biya par rapport à une éventuelle considération dans la gouvernance politique mondiale. Ce concept est d'ailleurs cher à Intégration, le journal de Thierry Ndongona, lui aussi en kiosque ce lundi, qui a d'ailleurs ciblé les plus grandes dames de la planète Terre qui gèrent un pouvoir concret mais également international, celles qui servent de repères aux femmes, à la femme, toute la femme, y compris celle camerounaise qui a su et réassure d'ailleurs le leadership. Dans cet article à tout le moins profond, Intégration tient à montrer qu'au Cameroun, il y a les femmes qui ont des têtes bien pleines et des têtes bien faites, qui peuvent ainsi, elles aussi, prétendent gérer la République à des postes de pouvoir et ou de décision. Et puis, il y a cette deuxième une du journal Intégration de Thierry Ndongona qui fait noter un fait, mais un fait inhabituel. Les DG, directeur général, et DGA, directeur général adjoint de la BISEC, sont attendus ce jour même au tribunal de première instance du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, Rochdi Sanghaj et Rémi Georges Rafi, puisqu'il s'agit de, respectivement, DG et DGA, donc, de la BISEC. Cela à la requête de la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services. L'auditeur appelle simplement une obligation du respect du code à l'amiable tel que cela est contenu dans un décret signé par le président de la République, Paul Biya. C'est donc une affaire à suivre. À suivre aussi selon The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant ici même à Yaoundé. Eh bien, ce sont ces élites-là qui favorisent, dit-il, la non-cessation des activités des ambabos pour parler des actes terroristes dans les deux régions camerounaises depuis pratiquement 4 ans maintenant. C'est suffisamment grave pour être dit. Certains membres du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ne veulent pas que s'estompe la guerre, disent le journal. Ils tirent ainsi manifestement des dividendes de l'existence de cette guerre. Dividendes, voilà ce que tire aussi au plan de l'écriture le professeur René Joly Assako, qui est l'un des vice-recteurs de l'université de Douala. J'aime à le dire, la capitale économique du Cameroun. Il tire ainsi de son expérience, une écriture avec franchise et poigne et sans a priori ni clivage. Eh bien, il a d'ailleurs commis, rappel pour sa part, ce matin, le journal La République. Il vient d'ailleurs de commettre une rhomboscopie existentielle académique qui est ainsi parcourue ce matin par le journal La République. C'est donc un autre acte d'écriture du professeur René Joly Assako. C'est à lire absolument dans les colonnes du journal La République. Des mots à noter pour ce qui est du cas Bolloré, de ce patron qui est donc à la tête d'une mastodonte en termes de groupe français. D'abord, il y a le panafricain. Ensuite, vous le voyez, la une principale du journal de Justin Blaise Akono, Camer Presse. Eh bien, les deux tabloïds affirment que Vincent Bolloré risque une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 5 ans. Lui qui, en amont, avait donc décidé de plaider coupable dans une affaire qui le met aux prises avec le PAD, le port autonome de Douala. C'est ainsi que le journal le signale ce matin, à moins de vouloir procéder pour ce qui est du cas de notre conflit du côté du Togo. On parle de 8 milliards de francs CFA au titre des dommages et intérêts du côté de Lomé au Togo. Et puis, lui, il nous a malheureusement quittés.
il nous a malheureusement quittés. Lui, c'est Pascal Monkam, cet industriel, cet opérateur économique camerounais à la dimension internationale. Il fait d'ailleurs la fierté du pays. Il mérite qu'on revienne sur sa success story par l'hommage et le témoignage. C'est un peu l'exercice auquel se livre le quotidien Mutation de Gap, édition de ce lundi. Revue de presse, Made in Yaoundé, premier rendez-vous de la semaine. Stop fin, évidemment, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain, mais avant demain, il y a cet homme à l'adresse particulière qui est du côté de Douala. Je m'en vais immédiatement le retrouver pour la suite et la fin de la revue de presse. Lui, c'est Michael Chiptio. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et bonne journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le messager en kiosque ce jour qui nous parle de l'urgence de sortir la Fédération camerounaise de football du précipice actuel. Les broglios observés à la tête de l'instance fêtière du football national ces derniers jours n'arrangent pas les choses pour le sport camerounais, le football en particulier, englué dans des batailles de leadership et des conflits nés d'une crise électorale qui dure depuis 7 ans maintenant. La FECAFOOT croit dur comme fer que le lancement des championnats samedi dernier à Yaoundé est un début de solution. Vœux pieux ou énième promesse qui tournera court, s'interroge Christian Chapmi du journal Le Messager ce jour. Et selon le président intérimaire de la FECAFOOT, après le lancement de ces championnats, l'institution dont il préside aux destinées depuis décembre 2018 a dépensé plus de 900 millions de francs CFA dans des procédures judiciaires, alors qu'en face on parle de plus de 500 millions de francs. Et ce n'est pas fini au regard des rebondissements observés ces derniers jours. Une bagatelle qui aurait donc servi au développement du football camerounais. Il faut donc mettre un terme à ces batailles observées depuis quelque temps, écrit Le Messager. La grande une de ce journal, vous le voyez, parle de cette lettre de Joshua aussi, cette pétition plutôt des députés de l'Assemblée nationale camerounaise qui fait beaucoup de bruit depuis la semaine dernière, et cette réponse de Joshua aussi à Jean-Michel Nithieu après sa sortie, lui qui marquait son étonnement et sa surprise face à cette sortie des députés à l'Assemblée nationale. Joshua aussi répond et donne les raisons pour lesquelles il a pétitionné. Le premier vice-président du SDF lève l'équivoque sur sa supposée collusion avec le régime de Yaoundé. Le journal voit en ces batailles un duel idéologique ou une bataille de positionnement pour la succession de Nidjon Froundi, divisé sur une question de pétition de 62 parlementaires camerounais, le premier vice-président du SDF et le président régional du parti de Froundi pour le littoral. Ces par médias interposés depuis quelques jours. Le journal nous livre les enjeux de cette bataille. C'est donc une affaire de deux princes, un fauteuil de chairman aussi contre Nithieu. Le communiqué de presse de Joshua aussi rendu public le 25 février dernier est venu raviver donc la certitude d'une crise ouverte de leadership au sein du SDF depuis le retrait de Nidjon Froundi. Le journal propose d'ailleurs l'intégralité de cette déclaration de Nidjon Froundi dans ses colonnes de ce jour. Info Matin également en kiosque aujourd'hui parle également de cette bataille et présente Joshua aussi comme un homme qui se bat contre les ennemis de la République. Le président du SDF remet Rabat justement le caquet à Maurice Kamto et Jean-Michel Nithieu, lesquels se font de la publicité à moindre frais sur le dos de la crise. Le député qualifié de patriote par Info Matin aussi fustige aussi les propagandistes mal inspirés qui font la promotion du conflit et lui prêtent des atomes crochus avec le régime de Yaoundé. Pour Joshua aussi, la classe politique camerounaise ne réussira jamais à construire le pays en banalisant tous les débats sur la vie nationale, particulièrement la crise sécessionniste anglophone, et en s'associant avec des confrères membres du parti au pouvoir à une initiative d'interpellation d'élus du Congrès américain. Joshua aussi est bien dans son rôle, écrit Info Matin, rôle de représentant du peuple au Parlement camerounais, et dans cette posture, il a le droit de participer au débat d'où qu'ils viennent et quels qu'en soient les protagonistes touchant aux intérêts des compatriotes qu'il représente. C'est donc une posture citoyenne, écrit le journal, c'est donc une posture citoyenne
citoyenne qu'il s'agit. Cela se vit dans toutes les démocraties du monde où l'intérêt supérieur de la nation supplante les petites questions d'ego ou de calcul quotidien, conclut le journal de Dieudonné Vin en kiosque ce jour. La Nouvelle Expression est également en kiosque et donne la position du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur cette situation. Le parti de Maurice Kamto qui parle de trahison. Le MRC cogne fort sur les députés de l'Assemblée nationale, signataires de la pétition pour demander aux États-Unis de rapatrier ces Camerounais accusés de soutenir la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal La Nouvelle Expression nous propose l'intégralité de la déclaration de Maurice Kamto sur ce qu'il appelle la trahison du peuple par les députés complices de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Et la grande une de ce journal, vous le voyez, parle de la disparition de Pascal Monkam, la mort de Pascal Monkam qui vient boucler une série de géants et la série de décès d'une génération de milliardaires à l'ouest du pays et dans le Cameroun en général. André Soin, Jean-Samuel Nochogwen, Kadji de Fotso, Fotso Victor, Emmanuel Bobda, qui avaient la particularité d'appartenir à une même génération, se trouvent tous désormais dans l'au-delà. Pascal Monkam, qui a donc tiré sa révérence ce week-end, le puissant opérateur économique, est décédé samedi dernier à Pretoria, en Afrique du Sud, et il lègue à la postérité l'image d'un homme ayant sens élevé des affaires qui a volé de succès en succès. Le natif de Bakassa, dans le département du Yonkam, est surtout reconnu comme propriétaire de la chaîne d'hôtels La Falaise présent à Douala, Yaoundé et Bafang. Son investissement dans ce secteur va au-delà du Cameroun en Afrique du Sud. Il est propriétaire de tours et de différents hôtels. C'est donc une personnalité qui aura démontré, écrit La Nouvelle Expression, que les Camerounais pouvaient très bien réussir en affaires dans un autre pays africain. L'exemple de l'Afrique du Sud pour Pascal Monkam, à qui La Nouvelle Expression rend hommage ce matin. Et on reste donc avec Europe Plus, le billet hebdomadaire de Michel Michaud Moussala en kiosque ce jour, qui revient sur des affaires de malversation au sein de l'entreprise Afriland, le scandale qui enfle en République démocratique du Congo, de nouvelles révélations qui ont été faites en République démocratique du Congo au sujet d'une affaire de malversation qui secoue la banque depuis quelque temps, des sorties de lanceurs d'alerte qui apportent des éléments de compréhension dans ce dossier qui fait grand bruit depuis quelque temps. Pour la première fois, l'ex-chef de l'audit interne Afriland de la République démocratique du Congo, aujourd'hui en exil, s'est mis à table sur RFI et a répondu vendredi aux questions de Sonia Rollet au sujet de cette affaire de malversation qui met également en exergue Dan Gettler, l'opérateur, l'homme d'affaires israélien dans cette affaire. Comprendre ce qui se passe exactement dans ce que le journal appelle une pompe à finances. Le décryptage de Michel Michaud Moussala, retrouvé dans les colonnes du billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce jour. Intégration est également en kiosque et on reste dans la banque avec Intégration, un autre hebdomadaire en kiosque ce jour qui nous parle du directeur général de la BICEC au tribunal. Attendu au tribunal, le DG et le DGA de la BICEC seront devant le tribunal de première instance de Douala Bonanjo ce jour. Ils doivent comparaître ce lundi 1er mars dans le cadre d'un litige les opposants à une communauté d'épargnants qui invite la banque à exécuter une ordonnance du président de la République et éviter que la situation financière de l'établissement ne se dégrade davantage, écrit l'hebdomadaire Intégration en kiosque ce jour. Le journal en profite pour rendre hommage à sa grande une, vous le voyez, aux dames, des femmes, effectivement à quelques jours de la journée internationale de la femme, en décidant d'échapper à l'image d'elles-mêmes que leur tend le miroir de leur époque. Elles portent le souffle ascendant de la femme africaine au sein des instances internationales. Elles sont camerounaises, nigérianes, somaliennes, soudanaises et bien d'autres. Ces femmes africaines qui s'illustrent dans la gouvernance locale de Ngozi Okonjo à l'Organisation mondiale du commerce, à Vera Songwe à l'Organisation des Nations Unies, sous-secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, à lui
Suisse, Mouchiki Wabo à l'Organisation internationale de la francophonie, Mariatou Yap, Organisation internationale de la protection civile, secrétaire général de cette organisation, camerounaise également, dans un monde de plus en plus marqué par l'incertitude, mais toujours caractérisé par la domination écrasante des puissants. Les femmes s'emploient à ramener l'espoir. Le continent africain l'entend bien mieux. Face aux affres de la pandémie de Covid-19, les femmes sont montées en première ligne. Parfois, elles ont été les plus exposées en tant que professionnelles de santé et pourvoyeuses de soins. Des portraits et des défis pour la femme en cette année 2021 dans le Zoom présenté par le journal Intégration en kiosque ce lundi. L'œil du Sahel est également en kiosque et nous reparle de ces recrutements à l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun et la Commission nationale anticorruption qui enquête autour de ces recrutements à l'AET. L'organe anticorruption voit clair dans l'opération qui avait déjà suscité la polémique en juillet 2020. Et avec l'œil du Sahel, on apprend que le 24 février dernier, le directeur général de l'AET a transmis un courrier au président de la CONAC et de sources de l'œil du Sahel. Par le biais de cette correspondance, Philémon Zozamé répondait ainsi à une demande d'information à lui adresser quelques jours plus tôt par Dieudonné Massigam au sujet des derniers recrutements au sein de cette entreprise publique, opération qui avait déjà été entachée de soupçons de corruption l'année dernière. En effet, écrit l'œil du Sahel, alors qu'un recrutement de 40 employés au sein de cette entreprise a été invalidé en juillet 2020 par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Liliken. Une partie de nouvelles recrues a discrètement intégré l'entreprise il y a quelques semaines, souffle une source que le journal L'œil du Sahel cite ce jour. Eh bien, la CONAC veut voir clair et enquête dont elle a été autour de ces recrutements annulés en juillet 2020. Le journal parle également de la montée du Covid-19 dans l'extrême nord du Cameroun. Le taux de létalité dans cette partie du pays est certes parmi les plus bas du pays, mais on dénombre déjà 21 morts dans l'extrême nord du Cameroun depuis le début de la crise dans notre pays. Le journal observe également le relâchement dans la lutte contre cette maladie, relâchement perceptible dans les rues de la région de l'extrême nord du Cameroun, dans les différentes villes. Les mesures barrières édictées par le gouvernement sont littéralement foulés aux pieds, écrit le journal qui parle également d'une autre maladie. Plus de 400 000 personnes affectées par l'onchocercose dans l'extrême nord. Le foyer de la maladie est cantonné dans le département du Mayo-Tsanaga. Le journal qui donne la parole ce jour au docteur Tonkon Iyawa Paul, qui est chef de projet maladie tropicale négligée à l'extrême nord du Cameroun. Lui qui estime que les maladies tropicales négligées sont liées à la pauvreté et à un environnement insalubre. Ils doivent donc tout faire pour barrer la voie à la montée de ces maladies, lance-t-il, en donnant d'ailleurs les mesures pour barrer la voie à la propagation de ces maladies. C'est dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun en kiosque ce jour. Un autre hebdomadaire, l'Indépendant qui nous parle des Nations Unies avec le Cameroun qui est sous pression depuis quelque temps. Le dernier rapport de Human Rights Watch qui est accablant au sujet de notre pays, mis au banc des accusés. Le Cameroun, victime d'agressions multiformes, est loin d'être le bourreau que des lobbies s'emploient à dépeindre pour des fins inavouées. La récente sortie du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est sans équivoque sur les exigences du nouveau locataire de la Maison-Blanche en matière de respect des droits de l'homme. Un agenda caché donc, nous fait savoir le journal Intégration en kiosque ce jour avec ses différentes sorties qui tapent sur le Cameroun plutôt victime d'une agression parfois des forces séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et également de la secte Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, écrit le journal Intégration en kiosque ce jour, qui se pose également une question fondamentale à sa une ce jour. Paul Biya va-t-il céder la présidence du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Des sources concordantes annoncent qu'un congrès du RDPC est en préparation. Un congrès avec plusieurs enjeux, annonce l'Indépendant en kiosque aujourd'hui. Entrepreneur, le journal des patrons, est également en kiosque ce jour et ouvre un dossier sur le bilinguisme à la camerounaise. Comment se porte le bilinguisme dans notre pays? En s'appuyant sur la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme
multiculturalisme dans notre pays, commission créée par le président de la République par un décret présidentiel le 23 janvier 2017. Cette commission qui a pour attribution d'œuvrer pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun à l'optique de maintenir la paix, consolider l'unité du pays, renforcer la volonté et la pratique quotidienne du vivre ensemble de ces populations. Eh bien, cette commission se œuvre-t-elle réellement à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun? Ce bilinguisme est-il une réalité dans notre pays depuis l'avènement des indépendances? Écrit entrepreneurs, de nombreux pays ont fait l'objet des mutations profondes dans la nomenclature de leur fonctionnement. Le Cameroun, qui n'a pas été, en reste a connu un tout autre destin. C'est ainsi qu'il est devenu un pays bilingue qui a en partage le français, l'anglais comme langue officielle. Et même ces commissions est-elle une solution au problème du bilinguisme dans notre pays? Et pourquoi en est-on arrivé là? Voilà donc une question sur laquelle s'appuie le journal Entrepreneur ce jour, question sur laquelle il faut se pencher avec une certaine profondeur. La mise en place de cette commission, dont les rênes sont tenues par Peter Mafani Moussongé, arrive dans un contexte dominé par des crises depuis la création en tant qu'État unitaire. Cette crise anglophone, cette dernière, qui est d'une manière ou d'une autre la résultante d'un certain nombre de choses qui poussent au questionnement. Il y a donc une nécessité d'un bilinguisme authentique qui s'impose dans notre pays. La situation est actuellement au point rouge et les signaux sont là pour le prouver. La question sur le bilinguisme au Cameroun mérite qu'on lui accorde une attention particulière à cause de nombreux enjeux, car au-delà de la simple situation d'ordre sociologique se cache une autre velléité dans l'optique de ne pas faire sombrer la jeune nation camerounaise, écrit le journal Entrepreneur en kiosque ce jour, qui lance donc un cri d'alerte à l'endroit des autorités pour accentuer davantage la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans notre pays. On termine avec The Guardian Post, le journal d'expression anglaise, qui nous parle de ces mouvements des ex-combattants dans les centres de DDR dans les villes de Bamenda et de Boya il y a quelques jours. On a enregistré des ex-combattants furieux qui ont manifesté dans ces deux régions du Cameroun. Eh bien, The Guardian Post nous apprend ce matin que ceux-ci ont été instrumentalisés par certains membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par certains caciques de cette formation politique. Ils ont été justement instrumentalisés par ceux-ci pour lancer ces mouvements qu'on a observés dans les rues de Boya et de Bamenda il y a quelques jours. Le journal qui met également en exergue cette lutte, cette bataille de succession au sein du Social Democratic Front. Jean-Michel Ninche et Joshua aussi, qui sont désormais en campagne pour remplacer John Fundi à la tête de la formation politique. Depuis l'annonce du chairman de ne plus rester à la tête de cette formation politique, les deux hommes se lâchent et se livrent donc une guerre par médias interposée depuis quelques jours. Et le début de cette guerre partit justement de cette pétition des députés à l'Assemblée nationale, pétition qui appelle au rapatriement des compatriotes camerounais qui entretiennent la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et Joshua aussi signataire de cette pétition, que n'a pas apprécié effectivement Jean-Michel Ninche, le président régional pour le littoral de cette formation politique. Eh bien, merci Michael Timkeo pour cette revue de presse. On espère tout simplement que ceux qui nous regardent du côté de la maison ont pris du plaisir à, bien entendu, également faire le déplacement dans les kiosques régionaux qui sont ouverts dans quelques instants, histoire de prendre la quintessence exacte de tout le contenu de ces différentes presses. Merci monsieur, merci madame, bonjour. Bonjour monsieur. Ce fut un plaisir en tout cas d'être avec vous encore ce matin. Et comme le disait Thierry, vous avez eu les titres un petit peu développés quand même, mais maintenant allez prendre les textes en entier. En courant dans les kiosques. Mais surtout, ne faites pas comme les mototaximens. Parce que commencez par les commentaires tout de suite. Parce que les mototaximens, d'ailleurs, qui ont dit bonjour ce matin, c'est pas encore pire sur vous. Ils ont là juste de lire la une des journaux et de décrypter tout le contenu. En tout cas, ce qu'on fait à l'instant, on se prend une pub, histoire de dire merci à tous.